Moi, je vais vous présenter donc ce projet technologique qui a été fait en collaboration donc avec la Fédération de natation. Alors la commande était simple, c'était de concevoir et de fabriquer un outil d'entraînement et d'évaluation donc de l'évolution des capacités de force travaillées en natation. Alors le challenge était quand même assez conséquent, puisque sur le cahier des charges, on nous a imposé d'être capable de travailler sur cet outil tous les types de nage, et d'aller donc reproduire le plus finement possible donc la gestuelle de ces différents types de nage, et être capable ensuite d'aller mesurer les paramètres déterminants qui pourraient nous servir donc à évaluer les évolutions de la force ou au moins du travail de musculation. Donc je vais vous présenter donc dans un premier temps la conception de cet ergomètre avec son cahier des charges. Une vue générale bien sûr pour vous rendre compte de ce que c'est que cet appareil là. On a bien sûr cherché à valider l'ergomètre avec une validation sur le terrain, puisqu'on l'a fait essayer lors des championnats de France, les derniers championnats de France par pas mal de sportifs. On a travaillé aussi en collaboration avec le pôle d'entraînement de Poitiers et Marc Brizoine qui entraîne ses athlètes qui sont venus donc essayer l'appareil plusieurs fois. Ensuite, on a eu une validation dite scientifique. On a essayé de regarder sans faire une analyse gestuelle fine, mais en regardant si on retrouvait les paramètres déterminants que l'on retrouve dans la technique gestuelle de toutes les nages. Et maintenant, nous sommes en train de développer un système de biofeedback qui va permettre à l'entraîneur de récupérer quasi immédiatement un certain nombre de paramètres qui pourront lui permettre donc d'avoir une idée sur ce qu'est capable de produire son athlète à l'instant où il le fait nager sur cet appareil-là. Donc les besoins des utilisateurs, donc la fédération et les athlètes, c'est avoir, comme je vous disais, un appareil qui et donc permettre de faire de la musculation spécifique. Qui dit spécifique, c'est-à-dire qu'on doit respecter tous les paramètres de la musculation spécifique, c'est-à-dire les paramètres qu'on a vu tout à l'heure sur la musculation orientée, les charges, etc., les types de recrutement, mais aussi les capacités de vitesse, qui donc intègrent donc le terme de spécifique. On devait aussi, donc, comme je vous l'ai dit, quantifier les impulsions de force. On va voir ce que c'est qu'une impulsion de force. C'est, disons, une mesure qui permet de paramétrer au mieux ce qu'est capable de produire l'athlète lors de son effort. Alors, on nous demandait aussi sur l'appareil de donner un petit feedback à celui qui travaille sur des notions de cadence et d'amplitude qui sont, on l'a vu tout à l'heure avec Jean-Lionel, souvent au programme et qui permettent de gérer l'entraînement. Alors, on a eu bien sûr des problèmes parce qu'il a fallu prendre en compte le fait que l'environnement était quand même un peu agressif. Donc là, c'est sur la partie technologique où on a fait un effort pour, bien sûr, employer des matériaux ou des concepts qui ne craignent pas, en particulier, tout ce qui est humidité et chaleur. Donc voilà, en ce qui concerne le cahier des charges, on retrouve tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bien sûr, la difficulté pour nous, c'était simuler les patrons locomoteurs de la brasse, du crawl, du papillon et du dos. Donc, on ne cherchait pas là, ici à obliger l'athlète à reproduire la bonne technique. Par contre, on cherchait à ne pas l'empêcher de produire, d'utiliser sa technique individuelle. Donc l'appareil devait prendre en compte le fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait de gêne, il fallait qu'il n'y ait aucune gêne à, bien sûr, la retranscription de sa technique gestuelle. Ça, c'était la plus grosse difficulté. Il y avait une autre difficulté qu'on retrouve dans tous les sports dits aquatiques ou nautiques, puisqu'il y a eu mon collègue de l'aviron, moi je suis kayakiste, et on a le même problème que les nageurs, facilité parce qu'on a une pagaie, et on a une surface d'appui qui est plus grande, mais on doit effectivement trouver un moyen sur le système résistif à créer la sensation de trouver un appui, de créer son appui avant de pouvoir l'exploiter. Donc c'est bien la problématique qui existe chez les kayakistes, chez les rameurs, mais aussi chez les nageurs. Ça aussi, ça nous a posé quelques soucis. Donc au niveau de l'ergonomie, on a choisi donc pour pouvoir reproduire cette création d'appui,
Donc il fallait qu'on ait la sensation d'attraper l'eau et puis de trouver un appui pour l'exploiter, de choisir un freinage par frottement aérodynamique. C'est-à-dire que plus, si la roue, on va voir tout à l'heure, je vais vous montrer une photo du moteur, si la roue tourne très lentement, eh bien, il n'y a pas d'appui, donc c'est la même chose quand on a une action avec une vitesse faible. Si on a une traction importante, la roue tourne plus vite, et à ce moment-là, on a un appui aérodynamique qui se crée de plus en plus, et qui freine le système. On a eu aussi à mettre en place un système d'asservissement des filets de traction. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Des amortisseurs de déplacement du banc, et une mobilité latérale du bassin, qui en définitive apparaissait comme un paramètre très important dans la technique des nageurs. Alors, en ce qui concerne le frottement aérodynamique, voilà le type de moteur que l'on a avec des petites ailettes qui sont placées sur donc, la périphérie d'une roue qui est actionnée par donc, les filets de traction. Et ce système donc, arrive à recréer assez finement la sensation que l'on a de rechercher un appui, de créer son appui pour ensuite se propulser. Le système d'asservissement des filets, alors ça nous a posé des soucis, parce qu'on nous a bien dit, je travaillais pas mal avec Philippe Hellard et puis les entraîneurs, ils nous disaient il nous faut un système très simple, très très simple. Le problème c'est que plus on regardait la gestuelle du nageur, et moins on trouvait de système simple. C'est-à-dire que, en définitive, tout ce qui était simple était contraignant. Obliger l'athlète ou le nageur à changer sa technique. Donc si c'est pour changer sa technique, on s'éloigne de l'objectif du travail spécifique, et à ce moment-là, ça n'a plus d'intérêt. Autant travailler avec des élastiques, ou avec des poids, ou avec de la musculation. Donc si, dans ce cas-là, on utilise un point fixe de traction, c'est-à-dire il y a une poulie qui est fixe ici, qui agit sur le moteur, et l'athlète tire sur cette poulie quand il fait son mouvement. Et bien, en définitive, on se rend compte que l'angulation ici fait que quand il va remonter le bras derrière, il ne va pratiquement pas y avoir de filin de déroulé, et vous n'avez plus d'appui. Alors là, bon, Philippe m'a dit, ben, ça ne va pas du tout, parce que sur la fin du mouvement, on a une action assez importante et intéressante, et là, les athlètes nous disaient, ben, ça ne représente absolument pas ce que nous on ressent dans l'eau. Donc on a fait un système d'asservissement, c'est-à-dire que le point de la poulie haute, la poulie de renvoi, elle se déplace au fur et à mesure que l'athlète tire sur son bras. Donc en définitive, on trouve après une angulation qui reste constante, et on a des efforts qui sont conservés jusqu'à la sortie de l'eau. Alors. Voilà, on voit les petits chariots qui se déplacent, qui montent et qui descendent au fur et à mesure que l'athlète donc fait son mouvement. Et ça permet d'avoir donc une résistance sur le filin qui est égale jusqu'à la sortie de l'eau. Ce qui n'est pas le cas si vous avez un point fixe de traction. Donc ça, c'était le système d'asservissement. Ensuite, on a eu un amortisseur, parce qu'on trouvait que le moteur était encore un petit peu dur, on n'avait pas des sensations assez fines. Alors on s'est dit, bon, on va monter le banc sur lequel est installé, vous voyez, le nageur. Il est installé sur un banc jusqu'au niveau de son bassin, ensuite il est suspendu dans un harnais. Et ce banc, le voilà, vu de dessous, il y a un système d'asservissement, enfin de mobilité, et de limite de mobilité avec des élastiques, qui permet donc de laisser une latitude en translation, vous voyez, ici, et qui permet au nageur d'avoir une sensation d'avancer un petit peu à chaque coup, et amortit encore le mouvement, et donc donne encore plus la sensation d'accrocher dans l'eau. Ça c'était... Alors, bien sûr, là, on avait bien sûr les griefs de Philippe qui nous disaient « Oh là là, c'est compliqué, ça va coûter cher... » Mais chaque fois qu'on retirait un de ces systèmes, ça n'allait plus. Donc il faut se rendre à l'évidence, la gestuelle des nageurs n'est pas une gestuelle tout à fait simple. Voilà donc de plus près le banc. Alors, on avait fait dans un premier temps un banc, une planche toute simple. On a fait nager des gens, des nageurs sur cet appareillage avec un banc tout simple, et on s'est vite rendu compte qu'ils n'arrivaient pas à nager. Tout simplement parce que quand on nage, on a un mouvement du bassin qui est relativement important,
et ce mouvement n'était plus possible. Alors on a coupé le banc en petits morceaux, on a laissé un appui fixe sur les pieds parce qu'on retrouve l'appui que l'on recherche dans l'eau pour avoir la rotation, et on a mis donc le système avant qui est sous le bassin, monté sur deux parties mobiles, enfin en caoutchouc, en cylindre bloc, qui permet d'avoir une mobilité latérale et qui permet d'engager et le bassin et les épaules. Sinon, on n'avait plus de rotation même des épaules. Donc les gens étaient complètement rigides. Voilà ce qui est aussi un élément qui nous a posé pas mal de soucis. Apparemment, il paraît tout simple. C'est le support de harnais qui est au-dessus, qui suspend donc le nageur, et sa largeur et sa conception, avec ici une attache centrale réglable pour l'équilibrage, et sa conception aussi avec une certaine largeur, permet d'avoir un confort et une tenue qui permet de ne pas être écrasé, de ne pas avoir de souffrir de son poids en définitive, puisque là on n'est pas avec la poussée d'Archimède. Alors voilà en ce qui concerne l'installation. On a un petit coussin derrière qui est réglable suivant la taille du nageur. Cette partie est fixe, hein. Cette partie est fixe, la partie qui est là. Là c'est le harnais qui supporte, donc, et qui est sanglé au chariot, pour éviter que le nageur, quand il va avoir des charges importantes, ait tendance à avancer dans la machine. Voilà, en ce qui concerne la conception, c'est tous les petits artifices qui nous ont posé plein de problèmes pour arriver à laisser l'athlète dans une situation agréable, on va dire, où qu'il ne soit pas contraint par la machine, ou le moins possible. Alors après, on a fait un petit sondage lors des championnats de France, qu'on a fait utiliser lors d'une première utilisation. Est-ce que ça vous paraît simple, utilisation ou complexe? Bon, une fois au départ, sur l'installation, ça paraît complexe. Une fois qu'on a fait une première utilisation, il n'y a pas eu de souci. On a eu vraiment des retours qui ont été unanimes sur le fait de la simplicité de fonctionnement. Sur la compression du harnais, c'était aussi un cas une question importante, parce que si on est mal sur une machine, on travaille mal. Donc là, on a eu aussi de bons résultats. Et au niveau de l'outil de travail, donc, est-ce qu'on a obligation de gainage parce que le fait d'avoir, vous avez vu tout à l'heure, 1000 bassins dans la possibilité d'avoir des mouvements, on avait peur que ça pose des soucis sur les problèmes de gainage. Et l'obligation de gainage, au repos, bien sûr que non, mais au travail, oui, effectivement, on est obligé, comme quand on nage, d'avoir une tenue comme dans la réalité. Autour du retour aérien, sur la gêne du retour aérien, les nageurs du papillon sont un petit peu ennuyés par la largeur du support, parce que sur les retours, ça accroche un peu. Donc on est en train de réfléchir sur une petite amélioration, mais c'est pas très facile, parce que si on réduit, ça compresse et on est à nouveau gêné au niveau de la respiration. Au niveau donc des appuis et de la résistance, on a des appuis qui sont relativement proche de la réalité. Et ça, c'était un peu notre inquiétude, c'est-à-dire de faire une machine qui s'éloigne des sensations que l'on a dans la réalité. Comme dans l'eau, presque. Alors on était quand même satisfait. Il faut tenir compte que c'est quand même un ergomètre, ça remplacera pas la pratique in situ. Donc c'est un appareil qui est là uniquement pour essayer d'avoir la possibilité d'augmenter les charges de travail et de contrôler et d'évaluer. Au niveau donc de la validation, on a essayé de regarder si, avec une étude cinématique, si les courbes de vitesse, les courbes d'accélération segmentaire, les courbes aussi des trajets moteurs étaient semblables. Et on a essayé aussi d'analyser les courbes de force, de traction, pour, à partir de capteurs de force, pouvoir derrière les exploiter. Alors, pour valider cet ergomètre, il nous fallait, dans un premier temps, voir si les trajets moteurs étaient relativement proches de ceux qu'on avait in situ, enfin dans la pratique. Donc on s'est servi de caméras haute fréquence, 50 Hz suffit amplement, avec un système infrarouge qui nous permet un dépouillement très rapide. Donc on a équipé notre nageur de petits marqueurs et on l'a fait nager les différents types de nage.
On a aussi installé sur les filins des capteurs de force qui vont maintenant être optimisés et puis donc installés à poste sur certaines machines pour pouvoir faire l'évaluation. Ici, ce sont des petites palettes dans lesquelles on glisse les mains. On nous a aussi imposé le fait que les nageurs verrouillent avec la main pour faire certains types de nage. Donc il fallait ici qu'il y ait aussi cette action de verrouiller. Donc là, l'axe de fixation de la palette, de rotation, il peut être déplacé. Et donc, si vous le déplacez, il vous faut après, bien sûr, verrouiller pour pouvoir maintenir la main en position. Donc ça, c'est réglable. Je fais le max. Alors voilà les comparaisons des trajets locomoteurs des mains en crawl. Ça, c'est la littérature. Ça, c'est ce qu'on a observé à partir de l'analyse cinématographique. Donc, en vue de côté, eh bien, on retrouve donc les différentes zones, balayage externe, fin du geste, retour aérien le plus près de l'eau. Donc, on retrouve quelque chose de très semblable à ce qu'on retrouve donc in situ. Crawl toujours, mais vue antéro-postérieure. Ben, on a aussi le même type de profil, avec bien sûr un retour qui est un peu différent, puisque là il n'est pas aérien, et on a une petite boucle derrière. Mais on retrouve bien sûr la partie importante de la gestuelle qui est retrouvée donc du même profil. On a regardé bien sûr la vitesse des mains, puisque la vitesse c'est quand même un des paramètres spécifiques de la musculation, enfin de la musculation spécifique, du moins. Et on retrouve donc, pareil, les pics donc, avec lors des vitesses de balayage externe et les vitesses de balayage interne. Donc on les retrouve en crawl aux mêmes endroits. Donc on a essayé avec plusieurs athlètes et on retrouve à chaque fois ça. C'est pas, bon, à partir de ce qu'on avait eu comme retour lors des championnats de France, eh bien, ça explique un petit peu pourquoi les gens, ils arrivent à retrouver les mêmes sensations, tout simplement parce que rien ne les empêche d'utiliser leur technique propre sur la machine. En brasse, nage simultané donc, bien là, le mouvement est quand même aussi, les trajets sont apparemment plus simples. On retrouve aussi une similitude très nette entre ce qu'on a fait sur la machine et ce qui existe dans la littérature. On a aussi en papillon, malgré le retour aérien qui nous a posé des soucis, qui nous pose encore des soucis, on retrouve aussi les mêmes types de trajets moteurs. Alors, en ce qui concerne l'analyse avec les capteurs de force, eh bien là, ce qui nous intéresse, nous, de récupérer, c'est l'impulsion sur chaque main créée par donc l'athlète. Alors, cette impulsion, ici, on a le pic de force max. Ici, c'est la durée de l'impulsion. Si on représente toutes les impulsions à la suite, vous pouvez bien sûr évaluer la cadence. Et ce qui est intéressant, c'est de donner une information sur cette surface, c'est-à-dire l'air sous la courbe, qui représente donc l'impulsion générée par le nageur, qui représente la quantité de vitesse qu'il a fournie. Cette quantité de vitesse, c'est vraiment le résultat que l'on va avoir quand on est entraîneur. Donc plus cette air sous la courbe sera grande, et plus il générera de vitesse. Bon, il est évident que ici c'est en brasse, ici c'est en crawl, les qualités d'explosivité, donc par l'entraîneur Jean-Lionel, on les retrouvera ici. Si la courbe donc est plus raide comme là, l'appui est trouvé plus tôt, et bien sûr la surface en est augmentée, donc la vitesse en est augmentée aussi. La difficulté, ça va être de reproduire cette courbe tout au long de l'épreuve. Alors voilà un type d'analyse de résultats qu'on peut avoir. L'impulsion de force, donc on la récupère. On peut analyser la surface de la courbe qui intervient avant le pic de force maximum. On peut récupérer la valeur du pic. Donc ça représente les capacités d'explosivité de votre athlète. Ça, la totalité, c'est ce qu'il est capable de créer comme quantité de mouvement à chaque traction. Et dessous, on a l'évolution de la vitesse gestuelle des mains, enfin de la main ici. Donc ce qui est intéressant, puisque on sait que entre en jeu les capacités d'accélération segmentaire, et l'accélération segmentaire, c'est une variation de vitesse, on la voit apparaître ici. Ici, on peut faire apparaître tous ces paramètres,
le paramètre force, les impulsions, ici les vitesses, donc ce qui concerne les paramètres de la courbe des vitesses. On peut avoir différents types aussi de cas, c'est-à-dire qu'on peut analyser chaque impulsion individuellement, on peut bien sûr analyser un nombre important et l'évolution des impulsions. Donc on parlait d'endurance de force, ben voilà représenter toutes les impulsions du nageur. Bon, ça on peut le faire sur une très grande durée. Là c'est l'évolution de la vitesse. Vous voyez que si on met une charge importante sur la machine, alors la machine elle peut, le Nagero régler au minimum, il reproduit à peu près la charge que l'on a quand on nage à 60-70% de ses capacités. Si vous mettez la charge maximum donc sur la machine, là, bon, même les meilleurs athlètes, 3 séries de 8 répétitions et puis il n'y a plus personne. Donc on retrouve bien ce qu'on ressent à une arrivée de 200 mètres où on a des groupes musculaires qui commencent donc à être douloureux. Là donc on peut évaluer l'évolution des profils d'impulsion. Ici ben, il y a une petite exploitation des données qui sont là, avec l'évolution des impulsions, l'évolution des vitesses, l'évolution du pic de force max. Sachant que, bon ben, si on veut augmenter le profil de l'impulsion, eh bien on privilégiera, comme dit Jean-Lionel, certains types de travail, qui bien sûr viendront modifier l'impulsion. Alors ça faut pas prendre ça comme de manière segmentaire, ça aura une influence sur l'ensemble du profil. Là, donc, en ce qui concerne donc cette machine, l'objectif c'était bien de respecter tous les paramètres de la musculation spécifique, respect du mouvement, avec la cinématique des trajets, locomoteur. Donc ce qui nous a permis de faire ça, c'est l'asservissement, c'est les systèmes de traction, c'est l'amortissement et la mise en mouvement du système de maintien sur le banc. C'est le respect de la posture de travail, ergonomie et position de travail, le banc, le harnais réglable, tous les réglages qui sont possibles. C'est les régimes de contraction avec le frein aérodynamique et les caractéristiques de résistance qui reproduisent bien ce que l'on a en réalité, avec la création de l'appui. L'importance de la charge, avec les capacités de réglage qui sont très importantes. Alors on a un réglage aérodynamique, mais aussi un réglage qui peut être encore plus dur avec un système d'élastique. On peut régler aussi le retour aérien, pour pas qu'il y ait d'efforts trop importants sur le retour aérien qui pourrait changer la gestuelle, et les vitesses d'exécution. Puisque les vitesses d'exécution, on peut aller les mesurer, donc on peut les contrôler, avec un appui aérodynamique et des capacités de retour aérien naturelles. Donc ça, c'est ce qui était important, c'est d'essayer d'être au plus près de la musculation spécifique, c'est-à-dire que ce que l'on ne peut pas faire sur le terrain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer des charges importantes sur quelqu'un qui est en train de nager, on peut le freiner un peu, mais pas le contraindre autant, donc travailler le travail de force maximum ou le travail d'endurance de force. Alors, une petite aperçu du fonctionnement de l'ensemble. Là sont représentés donc, on va vous montrer les différentes possibilités d'utilisation. Ça c'est le système d'asservissement. On voit ici les chariots qui bougent. Vous voyez la mobilité que ça permet. Là le bassin. Heureusement que les pieds sont fixes. Si vous rendez les pieds mobiles, on ne peut plus rien faire. Le système de réglage avec ouverture ou non du ventilateur. Donc vous voyez que ça permet quand même un retour aérien relativement aisé, et surtout cette possibilité d'avoir une rotation des épaules et du bassin importante. Ouais, ça tire un peu. Hein. Voilà, c'est là où c'est le plus difficile. Dès qu'on charge un peu, je crois que c'était pas un spécialiste.
Voilà, il suffit de croiser les filets, ici, pour obtenir donc un appui dès le début du mouvement. Voilà. Merci beaucoup.